Bonjour, vous connaissez certainement le Crédit Mutuel Arkea, un groupe qui compte sur le secteur banque et assurance, un groupe coopératif, un groupe qui est très investi sur ces territoires. Bonjour Marie, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui vers une compréhension plus fine du monde de la data. Vous dirigez le département marketing analytique et data lab au sein de la direction marketing et expérience client du Crédit Mutuel Arkea, qui travaille pour les deux fédérations, le CMB et le CMSO. Donc vous le dirigez depuis 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les enjeux du data marketing pour une entreprise comme le Crédit Mutuel Arkea ? Bonjour Amandine, tout d'abord merci de me recevoir et de me donner la parole sur ce sujet qui est effectivement au cœur de mon métier depuis très longtemps. Donc pour nous, l'enjeu majeur du data marketing, c'est l'hyper-personnalisation de la relation et la recherche de proactivité. Et pour ça, c'est vrai que la data, c'est un réel actif de base pour le marketing. Donc on le dit souvent, on l'a entendu dans cette présentation, que la donnée, c'est le pétrole du 21e siècle. Pour nous, la donnée, c'est un moyen, et la vraie ressource rare de ce siècle, c'est l'attention de nos consommateurs. Donc on sait qu'on est, je l'avais vu d'ailleurs dans les commentaires sur LinkedIn, on est sursollicité, on croule sous les sollicitations par mail, par SMS. L'idée, c'est de réussir à sortir de ce bruit ambiant des sollicitations pour venir vraiment apporter un message pertinent à nos consommateurs et réussir à l'engager par cette sensation qu'on le connaît. Un deuxième objectif, c'est de réussir à limiter la sensation de pression commerciale. Et on a pu faire des études sur le sujet. Ce qu'on a vu, ce n'est pas tant la fréquence et le nombre de messages qui créent cette sensation de pression, mais le manque de pertinence des messages. Donc on vise vraiment à personnaliser la relation, et c'est d'ailleurs au cœur du plan stratégique du groupe Crédit Mutuel Arkea, puisque un des axes est de proposer une expérience client toujours plus personnalisée et viser l'expérience relationnelle en innovant dans l'utilisation des données à sa disposition pour développer la proposition de valeur. Finalement, on revient sur cette notion de le bon message au bon moment, sur le bon canal, ou passer du temps de la banque au temps du client. Donc ce qu'on vise, c'est de vraiment s'inscrire dans le temps et dans la réalité du client, et parler au même moment à un client d'épargne et à un autre de crédit. Et c'est dans cette logique de passer du temps de la banque au temps du client que s'inscrivent les missions de l'équipe. Juste une petite remarque, c'est vrai que si j'ai un projet immobilier, j'ai pas envie peut-être qu'on me parle de crédit conso ou donc c'est ça en fait Oui, l'idée c'est de vraiment on parle d'excellence relationnelle. C'est rendre perceptible pour nos clients la connaissance qu'on a d'eux. Le client s'attend à être reconnu, s'attend à être valorisé. Et donc, l'idée, c'est bien ça. Et pour ça, quoi de mieux que la donnée ? Donc, effectivement, au Crédit Mutuel Arkea, on n'a pas ce souci d'aller collecter la donnée, puisque la donnée, on la collecte pour faire notre métier. Donc, la mission de l'équipe, c'est plus justement de tirer profit de toutes ces données, de les agréger et de les transformer en enseignement pour, en amont, alimenter la stratégie marketing, et en aval, créer des indicateurs plus intelligents qui vont venir aider à personnaliser la relation et l'expérience client. C'est vrai que par rapport à l'exemple précédent, Ecomiam, quelque part, vous êtes un peu les chanceux dans cet exercice-là, puisque vous avez beaucoup de données, d'identification avec du consentement. Donc, cette prise en compte finalement de la collecter et de l'utiliser, elle a dû venir plus tôt dans le secteur banque et assurance, enfin, j'imagine. Oui, c'est quelque chose. Enfin, on avait des équipes data et au sein du marketing depuis longtemps. Là, ce qu'on a cherché à faire, c'est effectivement d'avancer, d'aller plus loin dans la personnalisation de la relation, et du coup d'industrialiser nos méthodes d'exploitation de la donnée. Alors, avec une équipe maison, c'est ça. Là, vraiment, par rapport au cas précédent, on va avoir une démarche complètement différente. C'est-à-dire
on recrute, on crée des outils à façon, ad hoc. C'est ça, on a internalisé l'équipe et on a fait le choix de la mettre au sein de la direction marketing expérience client. Donc on a une équipe data, un département data, au même titre que l'on a un département marketing expérientiel et un département marque et communication. On a fait ce choix pour que les équipes data soient au plus près du métier et au plus près de l'usage qui va être fait de leurs données. Parce que tout projet de data doit être tiré par l'usage qui va en être fait. Donc on pense usage et on tire toute la chaîne de valeur de la data en fonction de cet usage. Avec ici, on vous a remis finalement les différentes questions et les différentes phases sur lesquelles peuvent travailler l'équipe. Donc la première question à se poser, c'est mes clients, qui sont-ils? Donc c'est ce qu'on appelle le descriptif. Donc effectivement, nous, on a 2 millions de clients en portefeuille. On peut avoir des a priori sur qui sont mes clients. L'idée là, c'est bien d'aller objectiver qui sont mes clients, comment ils évoluent, qui sont mes clients entrants, qui sont mes clients sortants, pour déjà bien comprendre quel profil de client on a en portefeuille. Excusez-moi, entrant, sortant, c'est-à-dire nouveaux clients, les clients qui s'en vont, c'est ça? C'est ça. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le comportemental. Donc, on va aller voir que font mes clients. Donc, on a vu que les parcours clients se sont complexifiés. Le client, il vient en agence, le client, il va aussi en ligne. Donc là, on essaye d'aller comprendre quels sont les comportements de nos clients, que ce soit sur nos outils à distance, que ce soit avec leurs conseillers en caisse et que ce soit aussi dans l'usage qu'ils peuvent faire des produits qu'ils détiennent chez nous. Donc ça, c'est la première étape, déjà comprendre qui sont mes clients, identifier les signaux faibles, identifier les problématiques à éventuellement traiter. Puis on passe à la phase un peu plus avancée qui est le prédictif. Donc là, je vais essayer d'anticiper que vont faire mes clients. Donc finalement, en regardant ce qui s'est passé dans le passé, j'essaye de prédire ce que vont faire mes clients dans le futur. Et la dernière étape, c'est ce qu'on appelle le prescriptif. Donc, c'est adosser une action au prédictif pour savoir qu'est-ce que je dois faire pour améliorer l'expérience client. Donc, si on prend l'exemple d'un score d'attrition, donc attribuer à nos clients une probabilité qu'ils ont de nous quitter dans les X mois, finalement, si je donne l'info qu'il y a une grande chance que ce client nous quitte, ce n'est pas suffisant. Il faut que je puisse expliquer pourquoi j'ai détecté que le client allait nous quitter et quelles sont les actions à mettre en place pour retenir le client. Donc, ayant pas mal évolué dans le monde de la data, on va dire, il y a quelques années, on parlait beaucoup de prédictif. Et du coup, voilà, c'était une question que j'avais à vous poser aujourd'hui. Entre le prédictif et le prescriptif, est-ce qu'on peut juste redire? C'est-à-dire que le prédictif, je prévois ce qui va se passer, le prescriptif? Le prescriptif, j'y ajoute une action et je donne les scénarios possibles pour éviter que cela se passe ou au contraire pour faire que cela se passe. Donc, je prévois un comportement et là, je mets en place un scénario 1, 2, 3 de comment faire pour éviter. Éviter que le client me quitte ou comment faire pour engager davantage mon client. C'est d'ailleurs l'exemple qu'on prendra tout à l'heure. D'accord, super. Okay. Merci, c'est très très clair. Ma question suivante concernait l'organisation de votre équipe, les différentes activités donc, qui rythment, on va dire, le quotidien de votre équipe. De combien de personnes? Je ne crois pas qu'on l'ait dit. Non, on a une équipe de 12 personnes. De 12 personnes. Okay. Donc 12 personnes aux profils différents, avec un objectif, c'est de mettre la synergie des compétences au service de l'objectif métier, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ici, finalement, je vous ai repris le cercle vertueux qu'on a vu sous différentes formes déjà aujourd'hui, mais finalement, nous, on a vraiment organisé l'équipe autour de ce cercle vertueux. Donc l'équipe est organisée autour d'une brique centrale qui est la plateforme expérience client. Donc finalement, on s'est créé maison. Donc Anne parlait du make or buy. Nous, on a fait en interne
une plateforme de gestion des données clients. L'idée étant de venir collecter, centraliser, uniformiser la vision client dans un même environnement. Donc c'est vrai qu'on disait qu'on a la chance d'évoluer dans une entreprise qui collecte beaucoup de données, mais on a un système d'information qui est très très complexe et fait pour faire en premier lieu notre métier de banquier, pas forcément fait pour faire de la relation client. Donc un des enjeux de cette brique d'environnement de données, c'est de venir masquer la complexité du système d'information pour ses utilisateurs. Donc on a différents niveaux. On a un premier environnement qui vient centraliser toute la connaissance client, donc les données socio-démo, les données d'équipement, les données d'activation, les données d'usage, à diverses granularités, donc à un niveau client, un niveau foyer, un niveau contrat. Donc ça, c'est une première brique de notre plateforme. On a une deuxième brique qui vient collecter en temps réel toutes les interactions avec le client. Donc que ce soit en face à face avec son conseiller ou à distance sur les outils à distance. Donc on vient là finalement retracer tout le fil d'interaction qu'on a avec notre client. Que ce soit mobile ou web, parce que Oui, j'imagine que ce soit l'appli ou le site. Ouais. Et on a une troisième brique qui vient capter des données en temps réel. Donc c'est ce qu'on appelle le système d'information événementialisé. Donc on vient capter des données en temps réel pour venir adresser le client. Donc par exemple, on vient capter le déblocage des fonds pour un crédit pour avertir le client que ces fonds ont été débloqués. Donc ça, c'est vraiment la brique centrale autour de laquelle travaille l'équipe. Donc une des premières missions de l'équipe, c'est d'agréger, unifier et centraliser l'information client. Donc dans l'équipe, on a, alors on les appelle des product owners, maîtrises d'ouvrage pour parler à l'ancienne, qui ont pour mission de faire vivre cette plateforme expérience client, puisque on l'enrichit petit à petit en fonction des usages qu'on va vouloir traiter. Donc cette équipe est en lien avec notre informatique pour venir finalement spécifier et architecturer les règles pour enrichir cette plateforme de nouveaux indicateurs. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette plateforme, c'est une plateforme maison que nous avons hébergée sur notre cellule Big Data, donc qui est une cellule Hadoop. Donc là, on a pu bénéficier des avances technologiques du groupe qui avait une cellule Hadoop depuis un certain temps. Et elle reçoit donc les données de nos près de 2 millions de clients. Donc ça, c'est la première partie de l'équipe. Ensuite, on a une deuxième partie qui sont des data analystes. Donc leur mission, c'est de venir analyser les données clients, puisqu'on se place dans une culture de la mesure. On vient mesurer comment évolue notre portefeuille client. Donc là, on a des reportings de connaissances clients où on vient regarder comment évolue le stock, quelle est notre conquête, quelle est notre attrition, comment évolue l'équipement par cycle de vie, par segment. Une deuxième partie, c'est de venir piloter nos campagnes. Donc, on vient créer des suivis de campagne. Donc, pour chaque ciblage, on vient mesurer quel a été le taux de transformation des cibles. On les compare à des populations témoins pour voir l'apport réel de nos ciblages. On vient aussi mesurer les audiences sur nos outils à distance. Donc, ça, c'est tout ce qui est Web Analytics. Et on vient aussi mesurer les parcours clients. Donc, quand on crée un nouveau parcours client, on vient mesurer, comme on dit, l'entonnoir de conversion, donc combien de clients entrent dans le parcours et combien passe chaque étape du parcours. Avec ensuite, on suit le client suite au parcours, donc on suit l'équipement de nos clients 1 mois, 3 mois, 6 mois après être entré dans un parcours. Et ça, l'analyse de données, c'est vraiment l'étape primordiale, puisque c'est cette étape qui nous permet de vraiment comprendre comment se comporte notre portefeuille. Ensuite, donc là, ce sont des data analystes et qui travaillent sur l'outil Tableau, donc qui est un outil de data visualisation. Outil Tableau qui est directement branché sur notre plateforme. Ensuite, on a une autre partie dans l'équipe qui sont les data scientists. Donc, eux viennent vraiment créer de la donnée plus intelligente. Donc, ils viennent segmenter et modéliser pour enrichir les données clients. Donc ça, ce n'est pas une étape qu'on fait à chaque fois. Il faut se demander est-ce qu'on en a bien besoin. Des fois, 3 règles métiers, ça fonctionne et il n'y a pas besoin d'aller faire de l'IA ou du machine learning. Et des fois, au contraire, on peut faire de l'IA et du machine learning pour aider à personnaliser la relation client, pour proposer des nouveaux services aux clients basés sur ces données. Donc, on a par exemple développé un outil de coaching budgétaire où on vient finalement aider le client à tirer de la valeur de ces données.
Et l'outil utilisé ici, c'est R et Python. Et enfin, l'enjeu crucial, c'est de réussir à activer cette donnée, parce que les indicateurs, s'ils restent juste sur la plateforme expérience client, ils ne vont pas nous rapporter du ROI ou ils ne vont pas nous permettre de personnaliser la relation client. Donc, il y a toute une mission de l'équipe qui est d'accompagner l'activation et la transformation des données par les outils de la relation client. Et notre plateforme expérience client, elle est branchée à notre outil de marketing automation. Donc, c'est ça le plus aussi, c'est que on a tous la même vision du client. Et quand un data analyst, quand un data scientist a travaillé sur une vision client, c'est la même vision qui sera utilisée pour contacter ce client. Avec bien sûr la prise en compte du RGPD, des consentements. Donc c'est vrai que le fait d'avoir centralisé la donnée sur cette plateforme nous permet aussi de tenir plus facilement compte du RGPD et de la réglementation. Vous nous avez expliqué qu'il y avait, vous avez évoqué différents niveaux d'exploitation de la donnée, de l'usage le plus simple, qui nous paraît évident, avec l'analyse du portefeuille client, par exemple. Mais voilà, j'imagine qu'il y a des usages bien plus complexes. Est-ce que vous pouvez nous parler d'usages plus complexes ou des choses un peu surprenantes qu'on n'aurait pas imaginées Oui. Alors, je vais vous illustrer ces usages plus avancés autour d'un indicateur qu'on appelle le potentiel de besoins non couverts. Donc, l'idée, c'est de venir alimenter un moteur de recommandation, comme l'évoquait Anne pendant sa présentation. Donc, l'objectif métier de cet indicateur, c'est de réussir à mettre en adéquation les solutions proposées avec le profil du client, en partant de ses besoins potentiels. Et donc finalement, réussir à rendre perceptible pour le client la connaissance qu'on a de lui. De manière pratique, on cherche à fournir des instruments d'aide à la décision et à l'action adaptés à la situation des clients et optimiser le retour sur investissement de nos différentes actions marketing. Donc finalement, la problématique qui a été posée aux data scientists, c'est de réussir à attribuer à chaque client sur chaque gamme de produits un potentiel à être intéressé par le produit, à détenir le produit, et sur les produits qu'il détient déjà, un potentiel à venir activer ce produit. Donc là, on voit qu'on est vraiment dans la recherche d'hyper-personnalisation et de sortir des règles métiers pour aller vraiment chercher la combinatoire des données. Et c'est pour ça qu'on utilise des modèles de machine learning. Alors, pour vous expliquer la méthodologie et essayer un peu de vous expliquer comment fonctionne un modèle de machine learning, donc ce qu'on fait, imaginons que je cherche à travailler sur la gamme livret. Je prends dans le passé des clients qui ont souscrit un livret et des clients qui n'ont pas souscrit de livret. Je les donne en exemple à mon modèle avec toutes les variables qui caractérisent mon client. Et du coup, on fait tourner un modèle de machine learning, ici le gradient boosting, qui vient trouver quelles sont les variables explicatives, donc quelles sont les variables qui discriminent les clients qui ne détiennent pas versus les clients qui détiennent. Et donc de là, on sort une liste de variables explicatives de la détention. On a décidé de faire cette méthodologie parce que une chose importante que l'on recherche à faire, c'est de garder l'explicabilité de nos modèles. Donc nous, on veut comprendre quelles sont les variables qui entrent en jeu dans nos scores pour potentiellement enlever des apprentissages à nos scores si on estime qu'en fait ils ont plutôt appris d'un biais que d'une réalité, et pour à tout moment être en capacité d'expliquer pourquoi on avait attribué telle ou telle note à un client. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait du machine learning boîte noire, parce qu'on cherche vraiment à garder la main sur nos modèles, l'explicabilité des modèles, toujours dans cette recherche d'un usage responsable de la donnée de nos clients. Donc une fois qu'on a ces 10 critères et qu'on les a bien validés et qu'on est OK avec ces 10 critères, on crée des groupes dits des groupes d'analogie. Donc finalement, on rassemble les clients qui se ressemblent sur ces 10 critères. Donc on crée comme ça des groupes de ressemblance, donc c'est ce qu'on appelle les look-alike. Et enfin, on attribue pour chaque client un potentiel à détenir la gamme ou un potentiel à être actif sur la gamme,
en fonction des tensions dans son groupe. Donc, on applique ce modèle à des clients qui ne détiennent pas encore le produit. Et on regarde, donc, si le client est dans un groupe qui, en majorité, détient le produit, il n'y a pas de raison que ce client ne soit pas intéressé à souscrire le produit. Donc voilà la méthodologie qu'on applique. Au final, on a comme ça en base pour chaque gamme de produits une note de potentiel pour le client à être intéressé par le produit ou à être actif sur le produit. Et ensuite, on utilise ces indicateurs pour venir alimenter notre moteur de recommandation, donc de plusieurs façons. On présente au conseiller sur son poste de travail la liste des préconisations qui peuvent potentiellement intéresser son client. Donc là, on est vraiment comme outil d'aide à la décision et dans cette logique de conseiller augmenté, on vient aider le conseiller à savoir plus rapidement lors de sa préparation d'entretien ou en rebond quand il a le client en face de lui, de quoi peut être intéressé mon client. On utilise aussi ces scores dans nos campagnes de marketing direct. Donc finalement, ces scores sont intégrés dans les outils de marketing automation et nous permettent d'affiner nos ciblages. Et on utilise aussi ces scores pour venir adresser le client directement sur ces outils de relation client. Donc sur les outils de banque à distance, le site ou l'appli, on vient aussi proposer des préconisations personnalisées pour le client. C'est très clair, merci Marie. J'avais envie de finir un petit peu cette interview en reprenant un peu de hauteur et puis de profiter un peu de cette grande connaissance aujourd'hui que vous avez dû acquérir. Vous êtes 12, vous managez une équipe avec des compétences très pointues. Ma question, c'est quels sont je pense que vous présentez beaucoup de reports, vous faites beaucoup d'analyses chaque année ou même peut-être tous les semestres ou trimestres, je ne sais pas. Mais quels sont les insights, les grands enseignements à l'heure en 2022, à l'heure de cette année les insights, les enseignements, et puis peut-être après revenir un petit peu sur les indicateurs de performance que vous pouvez mettre en place pour vos programmes. Alors, je vais commencer par les indicateurs de performance pour terminer sur cette méthodologie. Donc, effectivement, on a mesuré, donc on monitore avant de mettre le score en production, bien sûr, on a mesuré qu'il discrimine bien et qu'il arrive bien à détecter des clients appétents. Et puis ensuite, quand on a commencé à l'utiliser, on l'a testé par exemple en marketing relationnel. On faisait des ciblages tels qu'on les aurait fait habituellement et puis on faisait une partie de cible avec le score. Et on a vu les résultats et les taux de transformation multipliés par 2, voire 3 sur certains ciblages. Donc on voit vraiment que nos scores permettent de bien personnaliser et de trouver des préconisations pertinentes pour nos clients. Donc pertinence et donc satisfaction client. De la même manière, on a fait un pilote auprès des conseillers, on a mesuré la satisfaction des conseillers sur les préconisations qu'on pouvait leur proposer. Et là, on a eu une note de satisfaction à 85%. Donc 85% de nos conseillers qui avaient utilisé les préconisations jugeaient qu'elles étaient pertinentes. Donc on voit bien que quand les conseillers utilisent ces précos, ils leur paraissent pertinentes. Et finalement, quand on regarde plus précisément les clients qui se voient attribuer une préconisation, c'est vrai qu'on se rend compte que si le conseiller avait eu le temps d'analyser la fiche client, il aurait trouvé que le client pouvait être intéressé. Donc le modèle vient juste l'aider à aller plus vite dans son identification des besoins à couvrir pour le client. Ça nous permet aussi, nous, dans nos campagnes de marketing relationnel, d'aller s'adresser à des clients auxquels on n'allait jamais s'adresser avant. Donc ça vient aussi élargir le spectre de clients adressés et puis du coup limiter la pression commerciale sur certains clients qui sortaient souvent dans les cibles. À l'inverse, ça nous permet aussi, donc on a vu qu'on augmentait par 2 les taux de transformation, ça veut aussi dire qu'en ciblant 2 fois moins, on faisait les mêmes taux de transformation qu'avant. Donc ça nous permet aussi de limiter les coûts, limiter le nombre de messages envoyés et donc de passer dans cette frugalité finalement des messages et de n'envoyer des messages que s'ils sont pertinents. Donc finalement, on arrive à réduire la pression commerciale sur les clients et aussi à réduire la charge des conseillers puisqu'on vient les aider
à traiter cette relation avec leurs clients. Une dernière question. Comment on fait pour embarquer vous développez, vous créez de la connaissance après avoir développé les outils. Le process est peut-être long. C'est peut-être un gros investissement pour vous, votre équipe et votre groupe. Vous avez réussi. Vraisemblablement. Bon, vous avez un très bon taux de satisfaction de vos conseillers, mais comment on les embarque en fait? C'est vraiment ma question. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, si on fait des choses bien mais que personne n'utilise les outils comment on les embarque avec C'est toute la difficulté, effectivement. Donc pour ça, on travaille avec les directions commerciales et comme on le disait, il faut que l'usage ait été pensé dès le début et que finalement cet outil, il soit attendu, qu'il y ait une vraie attente. Donc l'idée, c'est pas de partir bien en tête sur des sujets data dont on avait l'idée mais que personne n'attend, et bien travailler sur des sujets qui sont attendus et effectivement travailler avec les directions commerciales pour accompagner l'appropriation des outils et puis apporter des preuves concrètes que ça fonctionne. Parce que c'est vrai que c'est un outil en plus qui vient s'intégrer dans le quotidien de nos conseillers. Et en fait, je ne sais pas, c'est lors des séminaires, on remet de l'humain, on vient former. On vient présenter, on vient former. On a différentes strates dans l'entreprise, donc on utilise des gens qui sont plus près des conseillers pour venir leur expliquer comment ça fonctionne. Et effectivement, il faut y revenir pour qu'il y ait une vraie appropriation des outils et arriver avec de l'action. C'est vrai que ce n'est pas juste des constats sur le portefeuille, il faut arriver avec des actions en face de ces constats. Donc il y a le diagnostic et puis l'action en face du diagnostic. Demain, le challenge pour, je sais pas, les 2 ans qui viennent Demain, le challenge, c'est vraiment de réussir à utiliser toute la donnée client pour créer de la valeur aux clients. Donc, on a une ambition qui est d'accompagner nos clients sur leur bien-être financier. Donc, je vous ai parlé de notre outil de coaching budgétaire. C'est vraiment d'aller développer ça pour créer de la valeur pour le client par sa donnée. Donc là, on a un PFM qui mesure. Donc, le client peut prendre conscience de son budget. L'idée maintenant... PFM, pardon? Alors, Personal Financial Manager. Donc, c'est un outil de gestion de budget. D'accord. Et du coup, là, l'idée, c'est maintenant d'adosser des actions à l'observation pour aider le client, finalement, à aller vers plus de bien-être financier. Je vous souhaite beaucoup de succès pour le bien de vos clients. C'est important, le bien-être financier. Et je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps. On sait que c'est une ressource rare et de nous expliquer. Et j'espère que je suis sûre maintenant qu'on comprend tous mieux une compréhension plus fine du monde de la data. Merci encore. Merci à vous. Bien, écoutez, nous allons passer au temps des questions-réponses, puisque vous nous avez posé un certain nombre de questions dans le chat, et nous en remercions. Donc, il y a une question qui est pas mal revenue, et en fait, vous l'avez tous un petit peu abordée, donc c'est pour ça que merci d'être tous là. Marie, peut-être ici, on vous voit tous. La question qui a été posée, c'est comment on met en place en fait une stratégie data quand on est une toute petite structure. On commence par quoi? Alors, je commence peut-être Anne, comme vous avez commencé au début sur la partie théorique. Et puis, on peut peut-être redire la partie qu'on a évoquée rapidement pour moi et puis plus en détail pour vous, qui est dire de rassembler les données, donc de choisir un premier outil, de mettre en place une base de données relationnelle, alors qui peut être payante comme Oracle ou gratuite open source comme PostgreSQL, qui va permettre d'aller la requêter dans le langage adéquat et à partir de laquelle on va pouvoir extraire, créer des cibles, créer des agrégats qui vont venir alimenter des tableaux de bord, des premiers tableaux de bord, et puis
des tableaux de bord qui vont, tout au début, pourquoi pas rester dans Excel, hein, ou aller dans Power BI, ou comme je l'expliquais, si on veut vraiment des choses très adéquates, investir dans un petit peu de développement avec les langages R ou Python open source qui vont vous permettre de diffuser au moins au niveau des équipes marketing et commerciales ces premiers tableaux de bord automatisés et récurrents avec des visions d'évolution. Voilà, et puis n'hésitez pas à faire appel justement à des experts. Ça peut être même en temps partagé, on l'a évoqué tout à l'heure, puisque c'est compliqué d'avoir toutes ces compétences en interne. Donc de faire appel, même de manière ponctuelle, même si vous êtes une toute petite entreprise, ça peut être juste du conseil pour vous guider. Mais c'est vrai que pour se lancer, ça peut être aussi un bon point pour savoir vers où aller. Oui. D'autant que l'installation des outils aussi nécessite quelques compétences et que ça va beaucoup plus vite si on fait appel à des personnes qui en ont l'habitude. Pierre, vous voulez compléter? Oui. Alors moi, si je peux donner un conseil, parce que moi je ne suis pas un expert, loin de là, je m'entoure d'experts. Je pense que avant de définir une stratégie, il faut déjà se familiariser avec les datas. Donc je pense que si vous avez assisté déjà à ce séminaire, c'est important. Et après, c'est avoir un objectif, parce qu'une stratégie est au service d'un objectif. Donc clarifiez votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez faire et comment la data, l'analyse de la data, le traitement vont vous aider à atteindre ces objectifs. Et à partir de là, je pense que ça sera beaucoup plus clair quand vous irez rencontrer des experts pour bien les choisir et être sûr en fait que ça corresponde à vos attentes. Donc moi, je le ferai d'abord en commençant par se familiariser, se sensibiliser aux données, data, ce mot exceptionnel qu'on entend partout maintenant. Mais qu'est-ce que c'est? C'est très large en plus. Et ensuite, quel est votre objectif en tant qu'entreprise? Et après, vous passez à la stratégie. Enfin, ça serait mon conseil. Savoir comment on va piloter les évolutions, comme vous le disiez, commencer petit pas, développer les usages, et du coup, comment ces différents usages vont être priorisés et du coup pilotés en interne. Et je voulais juste rajouter aussi, les sites web sont une partie importante des échanges avec les clients, et bien sûr de faire la mesure d'audience et l'optimisation de ces sites web par les outils de Web Analytics. Merci à tous. Alors, on a une deuxième question qui concernait les critères de personnalisation des campagnes. Donc, vous en avez parlé un petit peu. Pierre, je vous propose peut-être d'en parler, mais vous l'avez évoqué, mais peut-être revenir dessus, parce que la question a été posée sur le premier niveau. La personnalisation, pour moi, c'est l'enjeu, en tout cas chez nous. C'est-à-dire que le message que j'adresse à un client doit lui correspondre. Et donc, je vais, grâce aux data que j'ai collectées, créer des groupes de clients. Donc, je vais segmenter mes clients avec différents critères. Donc, aujourd'hui, nous, on les segmente par rapport à des critères transactionnels. Et donc, on va envoyer un message à un inactif pour qu'il revienne en magasin. Et vous vous doutez bien que quand je m'adresse à un inactif, le message sera différent qu'un client qui vient toutes les semaines, tous les 15 jours et qui nous adore. Donc, je dirais qu'au client VIP, je vais le valoriser, lui être reconnaissant, alors que l'inactif, je vais lui donner les raisons de revenir. Donc, le message est complètement différent. Et inévitablement, quand le message est bien adapté et spécifique, vous avez plus de chances en fait, qu'il vous lise et qui reviennent. Chose importante aussi, c'est que quand vous envoyez un message, par exemple, à un inactif, vous en envoyez un premier dans les différents scénarios, mais s'il ne réagit pas, vous en avez un deuxième derrière qui est prêt et qui, au bout d'un certain temps, va partir automatiquement. Donc ça, c'est tout ça ce qui est à prévoir et qui correspond à des critères, des groupes, des segmentations de clients. Donc aujourd'hui, nous, Ecomiam, on s'est focalisé sur les données transactionnelles. Et là, on va commencer à s'attaquer, entre guillemets, à la composition du panier. Parce que pour nous, alors je vais être très simpliste, je vais exagérer bien entendu, mais un client qui n'achète que de la viande, je ne vais pas lui lui envoyer le même message qu'à un client qui consomme que du poisson. Parce que si j'envoie à quelqu'un qui ne mange que du poisson ou qui est végétarien, quelque chose sur la viande, je vais le perdre. Donc ça, c'est très important. Et grâce à la donnée, on peut repérer ces informations, créer des groupes clients et adapter le message et créer le bon contenu. Donc bien évidemment, l'objectif, alors en tout cas pour nous, c'est d'avoir une personnalisation et des messages spécifiques par groupe de clients. Donc Pierre, ça vous évoquait que c'était le premier niveau qu'on allait plus loin. Peut-être Marie pour compléter, parce qu'on voit qu'en termes de maturité et de diversité des données, vous êtes
C'est vrai que les critères de personnalisation vont dépendre de, comme vous le disiez, ce qu'on vise à faire sur la campagne. Et après, ce qu'on cherche à faire, c'est sortir des ciblages sur des critères un peu classiques comme cycle de vie, âge, et donc d'aller chercher vraiment l'hyper-personnalisation via nos scorings, puisque finalement, je peux être jeune, je peux être senior et traverser le même moment de vie. Donc c'est plus s'adapter au moment de vie. Et puis on a aussi adapter le canal de communication. Donc on vient aussi regarder quels sont les canaux qu'utilisent nos clients pour nous adresser à eux sur ces mêmes canaux. Donc c'est aussi un critère de personnalisation, c'est par quel canal je vais contacter mon client. Donc là, on voit aussi qu'il y a des niveaux de maturité, d'avancée, toujours cette logique de petits pas où on peut commencer par une typologie de données et puis venir compléter après. Vous avez l'exemple d'une PME et d'une entreprise un peu plus grande. C'est pour ça et c'est de cette manière-là qu'on a construit la matinée d'aujourd'hui, effectivement. Alors Marie, comme vous aviez le micro, il y a une question spécifique pour vous. Est-ce que vous traitez la double relation particulier et professionnelle dans vos sujets de data, justement, dans le cadre de la banque ? Alors oui, on la traite puisqu'on a une vision client dans sa globalité. Donc effectivement, dans nos segmentations, on vient bien mesurer cette double relation part et pro, qu'on est capable de mesurer grâce à notre environnement de données assez facilement, oui. Alors on a deux questions qui sont venues aussi donc, sur la data en B2B et la stratégie data en matière de marque employeur. Alors, je ne sais pas qui veut répondre à ça. Anne se lance. Oui. Alors, c'est vrai que la donnée en B2B est assez différente, voire très, très différente de la donnée consommateur B2C, ne serait-ce que parce que la qualité de l'identification de l'entreprise et de ses établissements est un enjeu très, très important. Donc, la qualité des numéros SIRET et l'obtention d'un bon numéro SIRET fait partie des premiers objectifs de la data marketing en B2B. C'est quelque chose sur lequel, chez nous, on est spécialiste depuis très très longtemps. Il y a aussi le fichier Sirène qui existe pour faire les contrôles qualité. Donc, voilà, utiliser des compétences spécifiques, avoir des contrôles qualité importants. Et puis derrière, travailler les interlocuteurs au même titre que le reporting de ce qui se passe dans les différents niveaux de l'entreprise. Et puis, bien segmenter les petits pros des PME et grandes entreprises qui d'ailleurs n'ont pas les mêmes contraintes RGPD derrière, on y revient. Donc cette segmentation à la fois du travail des données et des approches est extrêmement importante. Et là encore, les spécialités sont importantes. Ça fait vraiment avancer énormément de faire appel à des experts externes pour organiser le recueil et mettre en qualité cette donnée avant de l'activer. Très bien. Alors, comme vous aviez le micro, je vous propose de le... Pardon, excusez-moi. Oui, juste pour compléter, c'est vrai que pour avoir pu travailler sur les deux, on est sur des démarches qui sont souvent assez différentes parce que finalement, sur les particuliers, on va avoir beaucoup de clients, mais avec parfois relativement peu de données. Là où sur les entreprises, on se retrouve très souvent finalement avec une base qui va être assez petite, mais sur lesquelles on peut avoir énormément d'informations, puisqu'on va avoir la tête, on va avoir les établissements, on va avoir les interlocuteurs, les contacts, etc. Donc on ne va pas utiliser les mêmes méthodes forcément, mais ça peut être dans les mêmes outils, ça peut être avec les mêmes experts, mais ça se fait très bien aussi, même si les méthodes et les outils peuvent être un petit peu différents. Et alors justement, excusez-moi, la localisation de où est l'entité décisionnaire, ça dépend complètement de l'activité dans laquelle on est. Et c'est un des enjeux de la donnée marketing B2B, de savoir comment est organisé le process de décision et du coup, quel est le client ou le prospect et de bien le repérer. Alors justement, l'autre question concernait la data sur la marque employeur. Est-ce que vous avez été amenés l'une ou l'autre à travailler sur le sujet ? Pierre ou Marie ? Finalement, on s'aperçoit que c'est un sujet à défricher. Nous, c'est un sujet qui est en cours de réflexion chez nous, puisqu'en effet, on est aussi sur des problématiques. Alors, chez AME Group, on est sur de l'activité digitale, donc on sait que c'est des métiers aussi où il y a énormément de turnover. Alors nous, on a de la chance, on s'en tire pas trop mal, on a des turnovers qui sont pas encore trop élevés, mais c'est vrai que c'est des sujets nous qui sont évoqués pour aussi récupérer cette donnée interne et y compris pourquoi pas sur les réseaux sociaux, etc. Et avoir vraiment ce côté-là et de se dire après tout les méthodes qu'on applique pour nos clients, on pourrait aussi se les appliquer pour nous-mêmes.
à la fois pour la partie vraiment RH, mais aussi on y pense pourquoi pas pour les différents fournisseurs, enfin vraiment pour tout le cycle de vie en fait d'une entreprise. Très bien, merci beaucoup. Alors la question, vous ne l'avez pas posée, mais on se permet de la poser à votre place. Puisqu'on a eu pas mal de sujets autour de Google Analytics et voilà, quelques sujets un peu compliqués. Est-ce que Anne, alors je sais que c'est un sujet très complexe, est-ce que vous pouvez quand même nous en parler 2 petites minutes de ce sujet de GA et de la polémique qui entoure GA en ce moment? Oui, alors je ne sais pas si la question est de continue-t-on à travailler avec Google Analytics ou pas. Bon, bref, il y a eu ces mises en demeure, et puis avant la mise en demeure de la CNIL, il y a eu l'alerte en Autriche. Et en fait, l'objectif est globalement de faire en sorte que Google corresponde à l'ensemble de nos réglementations, ce qui, sur un certain nombre de points, n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui, mais le sera peut-être très rapidement dans les prochaines semaines. Donc, je ne me permettrai pas de répondre à la question doit-on, pour ceux qui l'utilisent déjà, aujourd'hui abandonner Google Analytics ou pas. Enfin, juste pour expliquer un petit peu de quoi il retourne, il y a derrière à la fois des notions RGPD, bien sûr, de l'usage exclusif d'une donnée pour une finalité. C'est-à-dire que quand la donnée nécessite le recueil d'un consentement, eh bien, on doit savoir à quelle finalité. Or là, si les données sont stockées aux États-Unis avec le Privacy Shield ayant été invalidé en Europe, l'accès pouvant être donné aux services secrets américains, cela générerait une finalité qui n'est pas prévue dans celle pour laquelle nous avons donné nos consentements. Voilà, ça, c'est un des premiers problèmes. Un autre problème en matière lié à la sécurité et aux finalités. Alors depuis, Google Analytics a déjà fait beaucoup de modifications et de changements qui permettent de paramétrer l'outil pour ne pas recueillir de données à caractère personnel, donc anonymiser l'ensemble des données qui sont recueillies à des fins de mesure d'audience. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que la mesure d'audience, c'est quoi? C'est jamais que créer des chiffres, avoir des résultats statistiques qui eux-mêmes sont totalement anonymes. Voilà. Donc, et dans les mesures qui ont été prises, un certain nombre ne sont pas encore jugées suffisantes par la CNIL, en particulier la méthode d'anonymisation des adresses IP, où on ne sait pas bien où ça intervient. Est-ce que c'est avant ou après le départ vers les serveurs américains? Est-ce que le fait de supprimer le dernier caractère de l'adresse IP suffit, ou est-ce qu'il faut en supprimer 2, 3, 4, 5, 6, etc. Voilà, ce sont des choses qui sont en train d'évoluer, et bien évidemment Google Analytics fait l'effort d'upgrader ses possibilités pour se rendre conforme. Il n'en reste pas moins que nous avons aussi des outils dont certains Français, il y en a un qui a particulièrement le vent en poupe. Alors vous avez une page sur le site de la CNIL qui vous cite l'ensemble des outils aujourd'hui jugés conformes, c'est-à-dire que tous les prestataires de Web Analytics peuvent déposer un dossier et se faire référencer sur la page de la CNIL, donc je vous conseille d'y aller. Et puis dans mon discours aussi d'utilisation d'open source, il est vrai qu'il y en a un qui s'appelle Matomo, qui vient d'un open source qui était Piwik, que personnellement j'ai commencé à essayer de travailler dès qu'il était sorti pour être autonome sur le tracking de l'analytics, et donc cet outil en question est totalement conforme, de même qu'un certain nombre d'autres, comme Lerian, Xiti, etc. Il y en a maintenant une quinzaine qui vous sont préconisés sur le site de la CNIL. Donc sujet à suivre et tout à fait sur la conformité totalement acquise à venir de Google, mais effectivement ce n'est pas le cas aujourd'hui. Merci Anne. Sujet un peu polémique, mais je pense que c'était important d'en parler. Et peut-être une dernière question que vous avez posée, c'est existe-t-il des livres, des MOOC, des podcasts sur le sujet de la data que vous recommanderiez? Alors, c'est vrai qu'avant des livres ou des MOOC, moi, je conseillerais surtout d'assister à ce type d'événements, voire même dans l'idéal, quand le Covid nous laisserait un petit peu plus tranquille, d'aller rencontrer des gens, d'aller à des salons, d'aller à des meet-up. Je pense que c'est là que vous apprendrez le plus, et puis surtout, vous saurez vers
ou après éventuellement creuser dans des livres et des MOOC. Mais pour commencer, en tout cas pour ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment de se familiariser un peu avec tout ce vocabulaire, tout cet environnement, de voir aussi ce que les autres font, de voir ce qu'il est possible de faire. Je pense qu'il n'y a rien de tel que l'échange. Et du coup, voilà, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner. Oui, de mon côté, je dirais que les bases de données marketing, sans forcément aborder toutes les innovations récentes liées à la data science, l'IA, etc. Je continue à conseiller le livre de mon ancienne collègue et amie Andrea Michaud, base de données marketing. Et puis, sinon, il y a pléthore de MOOC ou de vidéos découvertes. Et en ce qui me concerne, j'ai essayé de faire un petit parcours de découverte, toute l'activité, depuis la qualité jusqu'à découvrir quelques outils open source, qu'est-ce qu'ils permettent, l'importance de la qualité des données, etc. Et bon, je pourrais peut-être en faire bénéficier la Brights Academy. Merci à la personne qui a posé la question, parce que ce n'était absolument pas prévu. Donc, grâce à la personne, merci à Annecy, effectivement. Partiellement en français et en anglais, par contre, pas encore totalement en français. Il faudra quand même suivre ça. Merci beaucoup, Anne, de cette proposition de vraiment dernière minute. Écoutez, un immense merci à chacun d'entre vous pour la qualité de vos témoignages. L'objectif, c'était vraiment de vous faire découvrir la data dans toute sa transversalité, dans toute cette diversité, avec cette idée de pouvoir vous accompagner en fonction de votre niveau de maturité. Donc un grand merci, parce que c'est vrai qu'on a eu des témoignages avec des niveaux très différents et très complémentaires. Donc merci infiniment pour le temps que vous nous avez consacré, que vous avez consacré à tout le monde pour pouvoir partager toutes ces informations très riches autour de la data. Merci de votre invitation. Merci à chacun, chacune d'entre vous. C'était un plaisir. Et puis pour juste parler de la Brights Marketing Academy, après ça, justement, vous nous posiez une question sur la data et la marque employeur. Nous allons vous parler de la marque employeur le 14 juin en présentiel. Ça sera une réunion en plus organisée avec les ateliers bretons de l'emploi. Donc on va vraiment mélanger en fait les métiers RH et marketing. Donc nous sommes très heureux de pouvoir avoir cette nouvelle dynamique. Le 13 octobre, nous parlerons du Figital. Et puis, bien sûr, il y a les ateliers locaux. Donc, à chacune d'entre vous de suivre l'actualité, de vous inscrire. Et puis, les podcasts où notre superstar Coralie partage l'écran avec Alan pour vous parler des sujets marketing. Et on espère qu'ils auront le temps d'en faire de nouveaux. Un grand merci à vous tous pour votre écoute et à très bientôt autour de la Brights Marketing Academy.